Vous regardez Période d'essai, l'émission qui décrypte le monde du travail en compagnie de chercheurs. Aujourd'hui, j'accueille Laure Bérény, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Bonjour Laure. Bonjour. Vous avez récemment publié Le management de la vertu, la diversité en entreprise à New York et à Paris, publié aux presses de Sciences Po, un ouvrage qui a reçu le prix du livre RH de l'année 2024. Alors Laure, qu'est-ce que vous entendez par management de la vertu ? Alors, le management de la vertu, c'est l'ensemble des activités qui consistent à animer, gérer les programmes responsables des grandes entreprises, enfin des programmes qui sont, disons, marqués du sceau de la vertu, c'est-à-dire qui ont une dimension sociétale, morale. Donc, ça peut être les programmes de sustainability, donc de développement durable, ça peut être des programmes qui ont un trait aux droits humains, par exemple, ou encore à la philanthropie. Mais dans ce livre, je me suis intéressée plus spécifiquement au programme de diversité et d'inclusion. Alors justement, vous expliquez que la notion de diversité en entreprise a émergé dans les années 80 aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, la notion de management de la diversité, donc diversity management, elle a émergé dans les années 80 aux États-Unis, mais pour comprendre, il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire, parce que ces programmes de diversity management prenaient la suite et requalifiaient des programmes d'entreprise qui existaient déjà, qui s'appelaient Equal Employment Opportunity, donc programme d'égalité des chances, et qui avaient été mis en place par les grandes entreprises américaines dans les années 70 pour répondre aux obligations du droit antidiscriminatoire, puisque aux États-Unis, depuis les années 1960, dans les années 60, il y a eu cette grande loi sur les droits civiques qui interdisait toute forme de discrimination dans le monde de l'emploi. Et donc ces programmes, ils se sont développés dans les années 70 et au moment des années 80, au moment où Ronald Reagan accédait à la présidence des États-Unis, on était dans une période de backlash, une période d'attaque contre ces programmes, contre l'affirmative action, etc. Et bien finalement, une poignée de consultants et de consultantes qui étaient spécialisés sur ces sujets d'égalité hommes-femmes, d'égalité entre groupes ethno-raciaux, ont inventé ce langage du management de la diversité. Alors si je peux en dire deux mots, ce qu'ils ont inventé, c'est un discours qui a deux caractéristiques. La première, c'est que finalement ces programmes devaient être désormais placés au service de la performance et du profit de l'entreprise. Auparavant, ces programmes, ils étaient justifiés par des arguments moraux, juridique. Désormais, on invoquait, par exemple, la question de l'attraction des meilleurs talents, de la rétention et de la productivité des salariés, la créativité des équipes, l'accès à de nouveaux marchés. Donc c'est cette nouvelle justification qui est, disons, la première caractéristique du management de la diversité. Et la deuxième, c'est un élargissement de la notion même de différence. Auparavant, quand on parlait de différence, on parlait de différence entre des groupes sociaux majoritaires et minoritaires, les hommes et les femmes, les blancs et les minorités ethno-raciales, les hétérosexuels et les minorités sexuelles. Et désormais, à partir des années 80, dans ce nouveau langage du management de la diversité, on va de plus en plus parler d'une infinité de différences individuelles. Par exemple, des différences de parcours, des différences de savoir-être. Donc on va, d'une certaine manière, diluer les différences de groupe dans des différences qui sont finalement assez abstraites et qui n'ont rien à voir avec la remise en cause des rapports de domination. Vous évoquez l'élection de Ronald Reagan. Est-ce que celle de Donald Trump très récemment, est-ce qu'elle met en péril ces politiques de diversité en entreprise ? Oui, alors délibérément, j'ai parlé de Ronald Reagan, puisque effectivement, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, fait revivre cette période de backlash que ces programmes ont donc déjà connue dans les années 80, mais ce backlash est encore plus intense, encore plus brutal et sans doute plus menaçant que dans les années 80, parce que dans les années 80, il y avait dans le Parti républicain, disons, une partie des cadres qui étaient toutefois attachés à certaines politiques antidiscriminatoires, ce qui n'est presque plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'attaques depuis 1 ou 2 ans contre ce que les fractions les plus conservatrices du Parti républicain appellent le wokisme, le woke capitalism, donc des attaques contre tous les programmes qui se mêlent du bien commun, qui cherchent à atténuer les externalités négatives
directives des activités économiques qui cherchent à atteindre des objectifs de justice, d'équité ou d'équilibre environnemental. Vous dites que le modèle français s'est inspiré de l'exemple américain. Qu'est-ce qui les distingue aujourd'hui? Alors, le management de la diversité a été inventé aux États-Unis. Ensuite, cette pratique, elle a circulé dans le monde entier. Alors d'abord dans des pays comme le Canada, la Grande-Bretagne ou encore l'Australie, qui sont des pays qui sont assez proches en termes de business avec les États-Unis, et puis aussi des pays où il y avait des législations antidiscriminatoires assez importantes. En Europe, le management de la diversité est arrivé un peu plus tard, en Europe continentale, dans les années 2000. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a mis en place des directives, a adopté des directives qui ont obligé les États membres à renforcer leur cadre antidiscriminatoire. Et c'est dans ce contexte-là que le management de la diversité a gagné du terrain et qui s'est institutionnalisé, notamment en France. Alors, quelle est la différence avec ce qu'on observe aux États-Unis? Bien, je dirais que ce sont des différences qui reflètent les politiques publiques et le droit qui encadrent le management de la diversité aux États-Unis et en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, la question des discriminations raciales est une des priorités des politiques de lutte contre les discriminations et des politiques d'égalité. Et finalement, cette préoccupation, elle se retrouve dans les programmes de Diversity, Equity and Inclusion donc, qui existent aux États-Unis, aussi parce que finalement, il y a un mouvement social antiraciste assez fort, assez visible, qui fait pression sur les entreprises. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis un an, ce qu'on observe, et notamment depuis une décision de la Cour suprême en 2023 qui a interdit l'affirmative action dans les sélections des étudiants à l'université, donc ça ne concerne pas le monde du travail, mais ça a quand même eu un impact important. Depuis donc maintenant presque un an et demi, aux États-Unis, finalement, cette dimension raciale, ethno-raciale des programmes de diversité et d'inclusion, elle a beaucoup perdu sa centralité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'abandonner les mesures qui ciblent les minorités ethno-raciales. Donc, ce que je décris, et notamment dans mon livre, c'est sur le long terme que cette question a été située au centre des programmes de diversité aux États-Unis. En France, c'est tout le contraire. Alors en France, la notion de diversité, elle a été introduite dans les années 2000 au départ pour désigner ces questions-là, qui n'avaient pas de nom, qui étaient donc les questions de l'intégration des descendants de l'immigration postcoloniale, la question des inégalités de traitement que ces personnes subissaient sur le marché du travail. Et progressivement, à mesure que la diversité s'est institutionnalisée dans le monde des affaires, cette dimension-là, elle a disparu. Elle a disparu totalement, pratiquement, des politiques de la diversité et de l'inclusion qui se sont beaucoup plus centrées sur des questions d'égalité femmes-hommes, de handicap ou encore de gestion des âges, par exemple. Et comment ça se fait qu'elle ait disparu? Elle a disparu parce que, c'est un peu la thèse que je défends dans mon livre, parce que les politiques publiques, avant tout françaises, donc au niveau de l'État, ont fait disparaître cette question-là, de la question des discriminations raciales. À partir de la fin des années 2000, on peut dire que cette question, elle a quasiment disparu de l'agenda politique national. Elle s'est heurtée à ce que j'appelle une idéologie républicaine assez forte, assez doctrinaire, qui considère finalement que cette question et notamment la mise en place d'outils qui permettraient de prendre à bras-le-corps les discriminations ethno-raciales, des outils de mesure, eh bien cette idéologie républicaine considère que ces politiques de lutte contre les discriminations raciales seraient contraires à la tradition républicaine. Donc je pense que les obstacles et les résistances viennent des politiques publiques et qu'elles se répercutent dans les entreprises, parce que dans les entreprises comme ailleurs, cette idéologie-là, elle a une prise parmi les cadres, parmi les dirigeants et parmi des salariés peut-être plus ordinaires. Alors, si on s'intéresse au monde de l'entreprise plus précisément, il y a une tension entre les objectifs économiques des entreprises et les valeurs d'égalité liées à la diversité. Est-ce que dans la pratique, c'est possible de conjuguer les deux?
Alors, c'est possible, mais pas systématique, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de méfiance et je suis assez critique vis-à-vis de ce qu'on appelle aux États-Unis le business case for diversity, c'est-à-dire l'argument commercial ou économique en faveur de la diversité. L'idée que promouvoir la diversité, l'inclusion, mieux traiter les salariés, valoriser les différences, ça serait toujours un facteur de profit et que par conséquent, les entreprises adopteraient naturellement ces pratiques pour des raisons business. Je suis assez critique parce que quand on regarde d'abord les études qui essayent de démontrer la corrélation et la causalité entre diversité, inclusion et performance, profit, finalement, ces études sont assez, les résultats de ces études sont assez mitigés. Parfois, elles démontrent qu'il y a un impact, parfois elles démontrent qu'il n'y en a pas. Et par conséquent, voilà, c'est d'abord une croyance qui ne repose pas véritablement sur une démonstration convaincante. Et par ailleurs, il me semble, et pour avoir étudié un peu la question, que finalement, qu'est-ce qui est bon pour le business? Qu'est-ce qui est une source de profit? Est-ce que c'est la diversité? Est-ce que c'est le fait de transformer l'organisation pour la rendre plus diverse, plus inclusive? Ou est-ce que c'est l'apparence de la diversité et de l'inclusion? C'est-à-dire signaler, renvoyer une image d'une entreprise authentiquement engagée pour la diversité et l'inclusion. Et j'ai envie de dire que je pense, après avoir un peu étudié la question, que pour une grande partie des managers, des dirigeants, c'est plus l'apparence de la diversité qui est considérée comme un facteur de profit, parce que c'est ça qui va permettre d'envoyer un bon signal à des talents qu'on essaye d'attirer, à des consommateurs qu'on essaye effectivement de séduire également, à des investisseurs, etc. etc. Donc le piège qu'il y a derrière cet argument, c'est que finalement, au fond, dans le système dans lequel on vit, pour une majorité des cadres et des dirigeants, c'est plus l'apparence de la diversité qui est facteur de profit que la transformation durable et authentique de l'organisation. Et ces politiques de diversité en entreprise, est-ce qu'elles peuvent dépasser le cadre de l'entreprise et entraîner des changements à l'échelle de la société, ou vous pensez que c'est un peu plus compliqué? Alors, pour moi, ces politiques, elles sont avant tout le résultat de pressions externes. C'est-à-dire, ces politiques, ces programmes d'entreprise, ce management de la diversité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le droit, s'il n'y avait pas eu des politiques antidiscriminatoires, ambitieuses, prescriptrices, par exemple en France, l'obligation de négocier avec les syndicats sur l'égalité femmes-hommes, l'obligation de réduire les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, le droit de la discrimination, etc. S'il n'y avait pas eu tout ça, il n'y aurait pas, ni aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, de programme d'entreprise pour la diversité. Et par ailleurs, s'il n'y avait pas des mouvements sociaux, mouvement antiraciste aux États-Unis, mouvement féministe en France, mouvement LGBT aussi par exemple, eh bien ces politiques n'existeraient pas. Et en tout cas, mon enquête montre plutôt que, si vous voulez, ces politiques, elles sont le reflet, en partie, le relais de pression externe, plus qu'elles ne sont la source véritablement du changement social. Après, je pense que ce sont des maillons absolument indispensables pour diffuser dans le monde du travail des valeurs d'égalité, d'équité, de traitement juste, et que les personnes qui mettent en œuvre ces programmes font un travail qui est sans doute très important, mais il me semble que les choses sont plutôt dans le sens, disons, de l'externe vers l'entreprise. La causalité, elle vient plutôt de l'extérieur que depuis les entreprises vers la société. Vous parlez des personnes qui mettent en œuvre donc ces politiques de diversité, et vous identifiez 3 profils types de managers de la diversité. Est-ce que vous pouvez vous attarder sur ces 3 profils types? Oui, alors j'ai interviewé de très nombreuses et nombreux managers de la diversité, en les interrogeant sur leur rapport au travail, leur parcours, leur perception de la diversité. Effectivement, j'ai mis au jour 3 profils. Donc le premier, c'est celui de l'expert critique, donc des managers de la diversité qui vont investir leur rôle de manière assez politique, qui vont se considérer un peu comme des militants de l'intérieur et qui vont faire rentrer dans l'entreprise des principes de lutte contre les discriminations, qui sont des principes qui viennent des mouvements sociaux, qui viennent du droit, donc qui vont être d'une certaine manière un cheval de Troie des politiques progressistes à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième profil, c'est celui des experts distanciés.
Et donc ça, c'était très intéressant parce que j'en ai rencontré un certain nombre, notamment en France, c'est-à-dire des personnes qui endossent ce rôle, mais qui refusent, me disait-elle souvent, pour les femmes que j'ai interviewées, d'être Madame Diversité, c'est-à-dire d'être associée à cette spécialité, d'être trop perçue comme attachée à des problématiques sociétales. Finalement, ces personnes me disaient souvent, je suis un gestionnaire de projet comme un autre. Et souvent, elles me le disaient parce que pour faire carrière dans l'entreprise, il valait mieux se tenir parfois à distance de ce qui pouvait apparaître un peu comme un stigmate, c'est-à-dire s'occuper des groupes minoritaires, des femmes, des personnes en situation de handicap, etc., etc. Et la troisième catégorie qui est de loin la plus répandue, c'est celle de l'expert investi. Pardon. Donc les experts investis se distinguent des experts critiques parce que prennent leur distance vis-à-vis des visions trop critiques qui viennent des mouvements sociaux et qui viennent du droit. Hein. Donc, ce sont des personnes qui croient beaucoup plus qu'il est possible de conjuguer maximisation du profit et des pratiques vertueuses, par exemple. Mais ce sont des personnes qui, contrairement aux experts distanciés, vont véritablement s'investir dans ces fonctions et vont embrasser toute la dimension sociétale de ces fonctions, hein, un peu comme un engagement personnel. Donc c'est d'une certaine manière une forme d'engagement sociétal relativement dépolitisé qui caractérise ce troisième profil des experts investis. Et alors, cet investissement, dans quel sens il se fait? Est-ce que, voilà, à travers l'enquête, vous avez découvert des profils qui, par la sphère du travail, se retrouvent dans un engagement sociétal, ou alors c'est plutôt un engagement sociétal qu'on essaye de retranscrire dans la sphère du travail? Non, c'est une très bonne question parce qu'en fait, un peu des deux. Au moment où j'ai enquêté, donc principalement dans les années 2010, c'était souvent des cadres qui venaient des RH, de la com ou de fonctions plus opérationnelles, qui se sont retrouvés là sans trop savoir pourquoi, et qui parfois se sont politisés ou ont été sensibilisés à ces questions, se sont pris au jeu et sont devenus engagés sur ces questions à travers l'exercice de ce rôle. Mais j'ai aussi vu d'autres personnes, alors ça concerne peut-être des générations plus jeunes et c'est un phénomène plus récent qui, dans leurs études par exemple, ou dans leurs engagements en tant qu'étudiants, étaient effectivement très sensibilisés à des questions par exemple de féministes ou antiracistes, etc. et cherchaient à prolonger cet engagement dans leur travail. Mais attention, parce que les entreprises n'aiment pas trop recruter des personnes qui sont vues comme militantes. Et donc, les entreprises françaises en particulier préféraient, et préfèrent d'ailleurs toujours, recruter des cadres maison, des gens qui ont fait leur preuve en interne et d'une certaine manière une preuve de loyauté à l'égard de l'entreprise, plutôt que d'aller chercher des experts ou des expertes qui arrivent de l'extérieur et qui pourraient peut-être finalement apporter des conceptions un peu trop politiques dans l'exercice de leur fonction. En France, on constate de plus en plus d'inquiétudes autour de l'inclusion et plus généralement de ce qui est qualifié de wokisme, vous en parliez. Est-ce qu'on doit craindre certaines dérives? Est-ce que ces inquiétudes sont légitimes finalement? Alors d'abord, de mon point de vue, ce qu'on doit craindre avant tout, c'est l'essor et la structuration du mouvement dit anti-woke, qui est un mouvement qui est une émanation en grande partie de l'extrême droite et de la droite conservatrice aux États-Unis, en France et ailleurs. Et donc le wokisme, il ne faut quand même pas oublier que c'est un épouvantail qui a à l'origine été construit par les adversaires de toutes ces politiques et de ces programmes d'égalité, hein, pour le dire vite. Donc finalement, quand on me parle de wokisme, personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça renvoie. En tout cas, c'est pas un qualificatif qui est véritablement adopté et approprié par des personnes qui se battent, par exemple, pour qu'il y ait plus d'inclusion, d'égalité entre différents groupes dans les entreprises. Alors, est-ce qu'on doit est-ce qu'il y a certaines dérives, si c'est ça la question, parmi les militants ou les supporters de ces politiques égalitaires? J'en sais rien. Je pense que dans le monde de l'entreprise, on est vraiment encore très très loin des dérives, hein, parce que ça reste quand même assez timide, hein, l'écho de ces revendications. Et puis surtout, il me semble qu'aujourd'hui, depuis l'élection de Donald Trump, depuis la décision de la Cour suprême dont je parlais tout à l'heure en 2020,
2023, on est dans un contexte de backlash énorme, on en parlait au début de notre entretien, et finalement, toutes ces revendications dites woke, elles ont perdu énormément de légitimité, elles sont beaucoup plus vulnérables, et il me semble que les dérives, s'il faut les identifier, elles sont plutôt du côté des mouvements d'extrême droite qui, finalement, sur les réseaux sociaux et ailleurs, nourrissent des attaques extrêmement violentes contre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc, selon moi, finalement, c'est là que se situe le principal danger pour la démocratie et pour des valeurs qu'on défend aujourd'hui en France, en tout cas dans l'état de droit et dans la démocratie telle qu'on l'imagine, qui sont des valeurs d'égalité, de traitement égal et de non-discrimination. Vous l'avez dit, votre enquête, elle a commencé en 2010. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce temps long, finalement, concernant ce travail? Quels sont les événements qui ont marqué un petit peu des chemins Oui. Alors, cette enquête, justement, ce livre, peut-être l'avantage de ce livre, c'est qu'il permet de prendre un petit peu de recul historique par rapport à la crise que traverse la diversité, la DEI aujourd'hui aux États-Unis et puis dans une moindre mesure en Europe. Ce que montre ce livre, c'est que depuis le début, c'est-à-dire finalement depuis les années 80-90, le management de la diversité, ces politiques, ces programmes de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises se sont toujours heurtés à des résistances. Ont toujours été dans l'obligation de se justifier en permanence, de réexpliquer sur quoi ils portent, pourquoi il faut les mettre en œuvre, etc. Donc finalement, ce qui m'a marqué sur le long terme, dans des contextes historiques très très variables, c'est cette légitimité très fragile de ces programmes, qui aujourd'hui prend des proportions très importantes, mais finalement, on pourrait imaginer que dans quelques années, ça retombe, peut-être peut-on l'espérer. En tout cas, c'est cette fragilité inhérente de ces programmes qui ne sont jamais pleinement légitimes dans le monde du travail. Et c'est pourquoi, à mon sens, il est important de continuer à investir la sphère politique, la sphère juridique, pour pouvoir les soutenir. Parce que si on les laisse perdurer uniquement et si on s'appuie sur une sorte de rationalité gestionnaire et économique pour les faire perdurer, eh bien ces programmes ne peuvent pas avoir suffisamment de ressources et de légitimité pour exister. Et quel peut être le rôle des lois, des initiatives publiques en matière de diversité et d'inclusion? Alors, par exemple, aux États-Unis, le fait qu'il soit peut-être bientôt illégal de mettre en place des politiques dans les entreprises qui ciblent certains groupes, par exemple, organiser des formations pour les femmes cadres, pour favoriser leur carrière, mettre en place des programmes de bourse pour les étudiants afro-américains qui sont structurellement désavantagés sur le monde du travail. Là, vous voyez, le fait que le droit devienne potentiellement aussi restrictif, ça va avoir d'énormes conséquences sur les programmes d'entreprise, puisque ces programmes d'entreprise, ils vont devoir être expurgés de toutes les mesures qui sont peut-être réellement efficaces, c'est-à-dire qui essayent véritablement d'agir sur les inégalités. Donc on voit aux États-Unis que c'est un droit qui devient de plus en plus restrictif, qui va avoir un impact très défavorable probablement sur l'efficacité des politiques de diversité et d'inclusion. En France, on n'en est pas là. Le droit, il est plutôt favorable, il évolue plutôt dans un sens de plus en plus favorable, à part sur la question des minorités ethno-raciales, mais bon, sur d'autres enjeux, le droit est plutôt protecteur, il permet des formes d'action positive, par exemple. Mais le problème du droit français et des politiques publiques françaises, c'est qu'elles ne donnent pas aux entreprises les moyens de s'attaquer à certaines inégalités, et notamment les inégalités liées à l'origine, les discriminations et les inégalités liées à l'origine, à la religion, en ne permettant pas la mesure de ces inégalités. Donc je pense que si il fallait avancer sur le plan du droit et des politiques publiques en France, ça serait sans doute de permettre davantage aux acteurs de la société civile et aux entreprises de faire des diagnostics sur l'état des discriminations et des inégalités en matière ethno-raciale. Et de ce point de vue-là, en tout cas, on n'en a pas pris le chemin récemment. À travers votre enquête, vous avez rencontré énormément de personnes impliquées dans des politiques liées à la diversité et à l'inclusion. Est-ce que vous avez en tête des mesures très concrètes à mettre en place dont l'efficacité est attestée par ces personnes interrogées? Alors,
il y a des obligations légales qui ont une certaine efficacité, comme par exemple le fait de mesurer systématiquement les disparités de situation entre les femmes et les hommes dans les organisations, de faire des audits des inégalités de rémunération, etc. Donc ça, c'est des mesures qui sont très importantes, qui peuvent être efficaces dans la mesure où elles sont confiées quand même à des organismes indépendants, hein, qui ont une expertise, qui ne sont pas à la fois juges et parties, j'ai envie de dire. Et ce qu'il faut aussi, c'est une volonté, je dirais, politique au niveau des entreprises, de la part des cadres dirigeants, de tirer les conclusions de ces audits et de ces diagnostics pour mettre en place des mesures courageuses. Et des mesures courageuses, c'est souvent des mesures qui vont chercher à réparer, à atténuer des inégalités, ce qui peut parfois provoquer des mécontentements de la part de ceux qui probablement jusqu'à maintenant étaient peut-être un peu favorisés dans l'accès aux fonctions dirigeantes, par exemple. Donc je n'ai pas de mesures concrètes, magiques, mais j'ai envie de dire que les mesures peut-être les plus efficaces, c'est celles qui suscitent a priori le plus de malaise, le plus de difficultés, et que finalement, celles qui sont les moins efficaces, c'est celles qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. On va organiser une grande journée qui célèbre la diversité, tout le monde est d'accord, il y a un consensus, etc. Alors que de mettre en place un programme qui va prendre à bras-le-corps des inégalités d'accès, par exemple, entre femmes et hommes à certains niveaux de management, eh bien ça peut faire parfois grincer des dents, il faut expliquer, il faut une volonté politique, il faut du courage, et voilà. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que je donnerais des conseils si je devais les formuler. Merci beaucoup Laure pour ces propos éclairants. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et que vous avez publié Le management de la vertu, la diversité à New York et à Paris aux presses de Sciences Po. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.